Voilà, bonjour à tous. En principe, l'enregistrement est démarré. Donc, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. Nous proposons régulièrement des visioconférences en ligne. On a eu un petit temps où on n'en a pas proposé en fonction de nos contraintes. Mais donc là, ils sont repartis. On va proposer cette visioconférence sur les activités collaboratives dans un premier temps et la semaine prochaine, sur la recherche de partenaires, il y aura un peu aussi la découverte du site de l'ESEP dans cette visioconférence. Aujourd'hui, pour présenter, donc ce sera Delphine Smag qui va le faire, mais avant tout, peut-être Steven qui est aussi du Bureau national, tu veux peut-être aussi te présenter. Oui, rapidement. Donc, bonjour, Stephen Kedby du Bureau d'assistance nationale e-twinning, donc chargé de formation et je suis là pour vous accompagner dans cette formation. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra sur le chat. Et puis, il y aura un temps aussi à la fin où vous pourrez prendre la parole et puis on répondra à toutes vos questions. Merci Delphine, tu te présentes et on te laisse. Bonjour. Je démarre. Bonjour, moi je suis Delphine Smack, je suis correspondante académique e-twinning dans l'Académie d'Aix-Marseille et je suis aussi médiatrice ressources et services numériques à l'atelier Canopé 84, c'est-à-dire que je fais beaucoup de formations e-twinning, mais également d'autres formations sur différents thèmes. Voilà, aujourd'hui, on va commencer pour cette formation. Bienvenue à tous, hein. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur des activités, sur la conception d'activités pour favoriser la coopération à distance des élèves. Alors, les objectifs de cette formation, c'est de comprendre d'abord l'intérêt du dispositif e-twinning, d'identifier aussi des exemples de projets et d'activités collaboratifs que vous pouvez mener à distance. Donc, on va essayer de balayer, voilà, de donner quelques exemples et également de repérer des ressources. On vous donnera des liens puisque vous disposerez de ce diaporama à la fin de la formation et vous verrez tout au long du diaporama, il y a des petits liens en bleu sur lesquels qui seront des liens actifs. Donc, quand vous aurez ce support de formation, vous pourrez les consulter puisqu'on n'ira pas forcément les consulter pendant cette présentation. Alors, après vous avoir présenté le dispositif e-twinning, on fera un focus sur les activités collaboratives et interactives et on essaiera de les définir ensemble. Et puis, on vous donnera ensuite quelques conseils pour votre premier projet et on vous expliquera également les plus-values des projets e-twinning. Et enfin, on terminera sur les ressources. Alors d'abord, qu'est-ce que le dispositif e-twinning? Donc e-twinning, le E de e-twinning signifie Europe ou électronique, et twinning comme jumelage en anglais. Donc tout simplement, il s'agit d'un jumelage électronique entre enseignants, élèves et établissements scolaires européens, de la maternelle jusqu'au lycée, donc qui permet de créer des projets d'échange à distance entre classes européennes. Alors finalement, e-twinning, c'est une action qui existe depuis 2005 et qui fait partie du programme Erasmus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'utilisation d'e-twinning, on y reviendra rapidement aussi, est fortement recommandée dans le cadre des projets Erasmus. En fait, e-twinning, il s'agit d'un réseau d'enseignants motivés et motivés notamment par l'échange culturel et pédagogique. Aujourd'hui, on a plus d'1 million d'enseignants qui sont inscrits sur la plateforme. On a, parmi les pays qui participent à ce dispositif, il y a les 35 pays qui sont également dans le dispositif Erasmus+. Et on a également des pays qui ne font pas partie de ce dispositif Erasmus+, 8 pays qui font partie du pourtour de l'Europe et qui ont également été intégrés à ce programme. Alors, notamment, on a la Tunisie, puisqu'il y a un enseignant aujourd'hui tunisien qui est parmi nous. Donc, sachez que vous pouvez faire des projets avec la Tunisie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, l'Ukraine. Et puis, d'autres pays sont susceptibles également de rejoindre cette communauté.
Et aujourd'hui, il y a plus de 137 000 projets qui ont été réalisés. Alors, sachez quand même que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie des pays participants, puisqu'il ne fait plus partie, suite au Brexit, ni du programme Erasmus, ni d'e-twinning. Alors, e-twinning, c'est pour qui? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour les enseignants et les élèves du premier au second degré. Et on a également les élèves de BTS qui peuvent participer à ce type de projet. Ça peut être un outil intéressant aussi pour la liaison école-collège. Donc, e-twinning, c'est des projets qui concernent les profs de langue, mais pas seulement. Donc, on a beaucoup de profs de langue qui participent au projet e-twinning, mais aussi des enseignants du premier degré. Et sachez que vraiment, toutes les disciplines peuvent être intégrées à un projet e-twinning. Donc, n'hésitez pas finalement à solliciter vos collègues pour qu'ils participent à vos projets. La durée d'un projet e-twinning, c'est vous qui allez la définir. Ça peut être une durée de quelques semaines à une année, voire pour certains enseignants peuvent conduire des projets sur plusieurs années avec leurs élèves, mais ça, c'est vraiment à vous de déterminer ce que vous souhaitez faire. Donc, on peut avoir des projets très modestes sur une courte durée et des projets très ambitieux sur plusieurs années. Et quelles sont les langues qui peuvent être utilisées. Donc, les langues de communication des projets e-twinning, ça va être à vous de définir dans quelle langue vous souhaitez travailler. Donc, vraiment, on a toutes les langues qui peuvent être utilisées. Et sachez que pour les enseignants du premier degré, lorsque vos élèves ont un niveau faible en langue vivante, vous pouvez quand même, par exemple, faire des projets en anglais avec vos élèves. Vous pourrez mener certaines activités en anglais avec vos élèves et puis pour d'autres, vous servirez d'intermédiaire pour permettre à vos élèves de communiquer. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler avec des pays et dans des langues de communication que ne maîtrisent pas forcément vos élèves. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, e-twinning va mettre à votre disposition d'abord une plateforme qui va vous permettre de trouver des partenaires et de faire des propositions de projets. Donc de projets e-twinning, mais aussi de projets Erasmus, on pourra y revenir rapidement. Et puis, lorsque vous créez un projet e-twinning avec un partenaire, on va vous donner un espace numérique de travail et de publication qui va être gratuit et sécurisé pour vos projets entre classes. Alors, pourquoi sécurisé? Parce que sachez que sur la plateforme e-twinning, seuls les enseignants peuvent s'inscrire et qu'en général, leur inscription est vérifiée. Donc, c'est un espace qui est vraiment sécurisé. Et RGPD aussi. Donc, pour vos projets e-twinning, vous allez vous appuyer sur des activités collaboratives entre écoles partenaires. Donc, vous allez vraiment réaliser des productions communes selon les principes de la pédagogie à distance. Donc, on va essayer de les expliciter ensuite. Et puis, évidemment, on est dans le cadre de pédagogie de projet, donc une pédagogie que vous utilisez beaucoup en langue vivante, hein, notamment avec la démarche actionnelle. Donc, on va vraiment s'attacher à réaliser des productions concrètes dans le cadre de ces projets, des productions qui peuvent être matérielles ou immatérielles. Alors, on va vous donner plusieurs exemples par la suite dans cette présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, peut-être on peut commencer à répondre à certaines questions. Sylvain, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, pas particulièrement. Pas de questions. Est-ce que tu as des S'il y a une question, est-ce que les États-Unis font partie des pays e-twinning? Alors, les États-Unis ne font pas partie des pays twinning, mais lorsque vous créez un projet, vous pouvez éventuellement impliquer un autre partenaire. Tu peux confirmer, Sylvain? Oui, en fait, à partir du moment où un projet est ouvert avec 2 pays qui sont éligibles à e-twinning, on peut, dans le Twin Space du projet, dans l'espace du projet, on peut inviter
un autre enseignant d'un pays quelconque, en fait, comme les États-Unis, qui ne sont effectivement pas, qui ne font pas partie de l'Europe ou du voisinage de l'Europe, puisque eTwinning, c'est l'Europe et le voisinage de l'Europe, mais on peut l'inviter dans un... Alors, du coup, vous ne pouvez pas les trouver par l'intermédiaire de la plateforme, mais si vous avez déjà ces connaissances en dehors de la plateforme, vous pouvez toujours les inviter dans votre projet, dans un projet qui a déjà été ouvert. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. Alors, Donc, dans cette... oui, autre question, oui. voilà, je regarde les questions au fur et à mesure. On peut trouver des projets Erasmus+, via les ZEP. Est-ce qu'on peut trouver des projets Erasmus+? Oui, il y a la possibilité justement de mettre une petite annonce pour proposer son projet Erasmus+ et trouver des partenaires, ou vous pouvez également consulter des annonces qui ont été postées par d'autres enseignants. Et oui, la plateforme ESEP permet de trouver des partenaires Erasmus+ également. Donc, il y a la recherche se fait sous forme d'annonces. On verra ça donc la semaine prochaine. Effectivement, il y a des annonces spécialisées pour les projets Erasmus+. Comment communiquer de façon très directe entre les élèves partenaires de différents pays en passant par la plateforme? La salle de chat semble dysfonctionner par moments, ainsi que les fils de discussion. Alors effectivement, il y a quelques soucis ces derniers temps sur la plateforme ESEP. Mais voilà, c'est des bugs qui vont être réparés petit à petit. Mais là, en ce moment, Voilà. là, au moment là actuel, normalement, il n'y a pas de dysfonctionnement sur ces outils-là. Donc, il faut savoir que le chat, c'est un module externe, c'est à eTwinning, hein, donc eTwinning est simplement là pour donner un lien vers ce module externe. En tout cas, si vous avez un souci là en ce moment, il y a eu des soucis effectivement sur l'utilisation du chat, mais s'il est persistant, il faut nous écrire à assistance@etwinning.fr et nous, on peut faire remonter à la maintenance européenne. Voilà, vous aurez le mail à la fin de ce diaporama. Donc, Voilà, et pareil pour les fils de discussion, normalement, ça fonctionne. Il y a eu effectivement quelques dysfonctionnements. C'est quoi les ZEP? alors, l'ISEP, c'est la plateforme européenne sur laquelle notamment est hébergé eTwinning, mais qui regroupe School Education Gateway, pour ceux qui connaissent. Alors peut-être, je te laisse la parole, hein, Sylvain, Oui, les ZEP, pour c'est présenter plus en détail. European School Education Platform. C'est en fait une plateforme européenne de l'éducation. Et dans cette plateforme européenne de l'éducation, il y a effectivement eTwinning qui est invité. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pratiquement que eTwinning, on va dire, hein. C'est un site vraiment qui est tout jeune, en cours de développement et qui voilà, se développe petit à petit, pas assez vite à notre goût, mais en tout cas, il se développe petit à petit. Voilà, donc les ZEP, c'est plus général que eTwinning. Vous vous inscrivez sur le site de l'ESEP et ensuite, si vous êtes éligible à eTwinning, c'est le cas de tous les enseignants, eh bien, vous avez la possibilité de rejoindre donc eTwinning. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On poursuit la Alors présentation. bonjour, je suis professeur de coréen et les enseignants coréens en Corée, d'accord, s'intéressent beaucoup à eTwinning et voudraient participer au projet. Serait-il possible? Dans quelle mesure? Alors je vais préciser un tout petit peu. Donc comme pour les États-Unis, il faut déjà avoir un partenaire européen et faire en sorte d'ouvrir un projet avec un partenaire européen. À partir du moment où vous avez des connaissances d'enseignants coréens, vous pouvez ensuite les inviter dans un projet ouvert. Malgré tout, il est tout à fait possible de demander à votre correspondant académique, dans chaque académie, il y a un correspondant académique à Réseau Canopé, et de leur demander est-ce que c'est possible, parce que si vous ne voulez pas faire le projet avec d'autres partenaires,
simplement que des partenaires coréens, eh bien dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de faire la demande. C'est un peu exceptionnel, on va dire, mais à votre correspondant académique d'ouvrir le projet avec votre correspondant, ce qui vous permettra d'inviter les enseignants qui ne font pas partie de l'Europe. Pourquoi pas avec un autre établissement français aussi. Vous Oui, pouvez bien sûr. ouvrir un projet avec un autre établissement Mais français qui n'ouvrez ensuite pas invite. un projet avec quelqu'un du même établissement. Vous ne pourriez pas inviter d'autres personnes que les personnes de votre établissement. Alors, je vois qu'il y a d'autres... Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà, Alors, je s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir poursuivre. Donc, on va attaquer sur la deuxième partie. Donc, on voulait faire un focus sur les activités interactives et collaboratives à distance, et essayer de voir comment on peut concevoir ce type d'activité. Donc, on va vous donner plusieurs exemples pour pouvoir, voilà, pour pouvoir pour trouver l'inspiration, en espérant que vous trouviez l'inspiration. Alors, quand on commence un projet e-twinning, souvent, on va commencer par des activités qu'on appelle des activités brise-glace. Donc, notamment, pourquoi pas, avant de démarrer un projet avec ses élèves, ne pas leur indiquer le nom des partenaires avec lesquels le nom des pays partenaires avec lesquels ils vont travailler, et de leur demander de construire un petit jeu pour les amener à deviner leur pays partenaire. Donc là, voilà un jeu qui a été réalisé dans le cadre d'un projet e-twinning. Donc les élèves d'un pays ont commencé par sélectionner des symboles de leur pays, des éléments de leur patrimoine. Tout cela a été mis en forme sur Geniali pour réaliser un jeu. Donc, je ne vais pas vous montrer le jeu, mais vous aurez les liens si vous voulez aller voir à la suite de cette présentation. Donc, il suffisait tout simplement de cliquer sur les différents indices. Quand les élèves avaient une idée du pays, du pays en question, ils cliquaient sur la carte pour vérifier leur supposition, et si ce n'était pas le cas, ils retournaient vers les indices pour en avoir davantage. Un autre type d'activité brise-glace aussi très classique dans le cadre des projets e-twinning, ce sont les activités de qui est-ce. Donc là, autour des portraits des élèves. Donc, dans cet exemple-là, un élève va écrire son portrait où il va s'enregistrer en se décrivant, et ensuite, un élève partenaire va dessiner le portrait de l'élève à partir de la description. Et ensuite, on peut essayer de faire le lien entre les dessins et les portraits écrits ou oralisés. Donc, les deux premières activités que je vous ai présentées sont des activités qui sont plutôt des activités interactives. Maintenant, je vais vous proposer des activités plutôt collaboratives. Alors, encore une activité très classique, notamment pour la maternelle et le premier degré, c'est le voyage d'une mascotte. Donc, l'idée, c'est qu'une mascotte va voyager de pays en pays, et évidemment, elle va découvrir à l'occasion de ce voyage l'environnement de chacun des pays partenaires. Elle va pouvoir vivre aussi la journée d'un enfant à l'école. Et donc, on va avoir, pour avoir une activité véritablement collaborative, on va avoir une classe partenaire qui va prendre des photos du voyage de la mascotte. Elle va envoyer ces photos à un autre partenaire qui, à partir des photos, va imaginer l'histoire de ce voyage. Donc, et ensuite, on va regrouper l'ensemble des histoires qui ont été écrites par les élèves dans le livre du voyage de la mascotte. Donc, pourquoi pas utiliser pour cela un livre numérique. Et donc, on a là une activité collaborative. Un autre exemple d'activité collaborative dans un autre domaine, plutôt dans le domaine des mathématiques. Dans le cadre d'un projet, là encore, ce sont toutes des activités qui ont été véritablement réalisées dans des projets. On a une classe qui va réaliser un programme sur Scratch, donc qui va construire un jeu. Et ensuite, elle va envoyer ce programme à une classe partenaire qui va devoir comprendre le programme et complexifier le jeu, donc réaliser un niveau supérieur du jeu. Et donc, on va aboutir là à un jeu qui va être réalisé de manière collaborative entre les classes partenaires.
Alors maintenant, justement, pour bien comprendre cette idée d'interaction et de collaboration, on vous propose un petit WooClap, un petit WooClap. Donc, il vous suffit, si vous avez un portable à proximité, de scanner le QR code, ou si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez pouvoir aller sur WooClap et entrer le code là qui est affiché, CRHQFZ. Et vous allez pouvoir jouer avec nous. Donc, alors, c'est Sylvain qui va pouvoir ensuite partager son écran avec le WooClap. Voilà, donc j'espère que tout le monde a à peu près réussi à se connecter. En tout cas, le code de l'événement reste affiché. Dites-nous dans le chat si vous avez réussi à vous connecter à ce WooClap. Alors, Hélène, non. Alors, pour Hélène, vous pouvez soit utiliser le QR code, soit utiliser le code, alors qu'on va peut-être mettre dans le chat. Oui, alors il n'y a pas de questions pour l'instant, c'est normal. Voilà, je remets le code dans le chat pour ceux qui souhaitent se connecter avec l'ordinateur. Donc, pour le code, il suffit d'indiquer WooClap et vous entrez le code de l'événement et vous pourrez accéder à ce petit quiz. Voilà, donc je pense que tout le monde a dû avoir à peu près le temps de se connecter. On va pouvoir démarrer, si vous voulez. Alors, l'idée, c'est de vous proposer des activités qui ont été menées dans le cadre de projets. Et on aimerait que vous nous disiez si vous pensez que cette activité est ni interactive ni collaborative, ou s'il s'agit seulement d'une activité interactive ou d'une activité collaborative. Voilà, et ça va nous permettre de faire émerger une définition finalement de ce que c'est qu'une activité interactive et collaborative. Alors, voilà, donc Sabrina aussi est arrivée à se connecter. Eh bien, on peut démarrer. Donc oui. Oui, donc là, en fait, vous êtes 57 à vous être connectés. Donc, je vois que 58 maintenant, il y a 25 réponses. On vous laisse le temps de répondre. Voilà. Donc, l'activité, donc chaque classe partenaire élabore un logo, puis tous les élèves partenaires votent pour élire le logo officiel du projet. Alors, s'agit-il d'une activité qui n'est ni interactive ni collaborative? S'agit-il d'une activité plutôt interactive ou plutôt collaborative? Je vous laisse choisir. Là, on a 46 réponses. 49. Vous votez encore. Alors, on peut peut-être regarder, aller consulter les réponses, les résultats. Donc, vous hésitez. Certaines me disent ni collaboratif, ni interactif. Quand même, la majorité pense que c'est une activité interactive et une partie d'entre vous, une activité collaborative. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments qui vous ont permis de choisir l'une ou l'autre des réponses ? Pourquoi vous avez indiqué qu'il s'agissait plutôt d'une activité interactive ou d'une activité collaborative? Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments dans le chat? Donc, collaborative, car ils choisissent ensemble. Sabrina pense qu'il n'y a pas des interactions entre élèves. Interactif, car vote en ligne. Les élèves n'ont pas besoin des autres. C'est ce que nous dit Martine. Chaque élève travaille de son côté pour Claudia. Donc, en fait, il s'agit effectivement plutôt d'une activité interactive parce que, comme l'a dit Claudia, chaque élève va réaliser le logo de son côté, mais par contre, il y a quand même une interaction puisque les élèves vont voter quand même, choisir ensemble le logo officiel de leur projet. Voilà, mais la production elle-même, c'est-à-dire le logo, il n'a pas été réalisé collaborativement. Donc, on peut passer à la deuxième proposition. Cette fois-ci,
En équipe internationale, les partenaires élaborent ensemble un logo, donc à l'aide d'un tableau numérique en ligne. Donc, toujours la même question. Est-ce que c'est ni interactif ni collaboratif? Est-ce que c'est plutôt interactif ou plutôt collaboratif? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'ailleurs, des activités de ce type, réalisation du logo de projet aussi, ce sont des activités qui sont très classiques dans le cadre des projets e-twinning. Alors donc, il y a Sophie qui argumente déjà sa réponse. Alors, on va peut-être regarder les réponses. Donc, vous êtes majoritairement prononcé pour une activité collaborative et effectivement, il s'agit bien d'une activité collaborative puisque la production est vraiment réalisée ensemble en équipe internationale. Donc, il s'agit d'une activité collaborative. Alors, interactive car travaille ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, Nathalie, vous dites que c'est aussi interactif, mais c'est vrai puisque du moment qu'une activité est collaborative, elle est aussi interactive. Voilà. Donc, mais l'inverse n'est pas vrai. Une activité peut être interactive, mais pas collaborative. Donc, effectivement, quand elle est collaborative, elle est interactive. On passe à la question suivante. Donc, cette fois-ci, chaque classe partenaire prépare une présentation de son école et va la partager sur l'ENT du projet. Est-ce qu'il s'agit donc, toujours la même question, ni interactif ni collaboratif, plutôt interactif ou plutôt collaboratif? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, presque tout le monde a répondu. On va pouvoir regarder les réponses. Donc, la majorité d'entre vous pensent que c'est ni interactif ni collaboratif. Certains pensent qu'il s'agit d'une activité interactive et très peu d'une activité collaborative. Alors, en fait, il s'agit, là, l'activité telle qu'elle est présentée, elle est ni collaborative ni interactive. Alors, on pourrait peut-être la rendre quand même interactive. Bon, on va voir peut-être sur l'exemple suivant. C'est vrai que si on poste simplement les présentations sur l'ENT, il n'y a pas d'interaction. Alors, autre exemple d'activité, chaque classe partenaire envoie une présentation de son lieu de vie et une autre classe partenaire construit un quiz à partir de celle-ci pour tester les connaissances de l'ensemble des partenaires du projet sur justement cette présentation qui a été faite. Donc, cette fois-ci, on a une situation un peu différente de la précédente. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyons les résultats. Alors là encore, vous hésitez. Une majorité pense qu'il s'agit d'une activité interactive. C'est quand même un tiers pense qu'il s'agit plutôt d'une activité collaborative. Alors effectivement, là, la frontière, on a du mal parfois à déterminer la frontière entre interactif et collaboratif. Donc, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une activité interactive, puisque la présentation a été réalisée par un seul partenaire, mais il y a eu une interaction puisque les autres ont construit un quiz à partir de celle-là. Alors, par contre, peut-être pour ceux qui ont répondu que l'activité collaborative, vous avez peut-être pensé que si on pense que la production finale, c'est le quiz et que le quiz, que plusieurs pays partenaires ont réalisé ce quiz, ont participé aux questions, là, effectivement, le quiz en lui-même peut être collaboratif. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, il y a une question sur les tableaux blancs en ligne collaboratifs. Il y en a plusieurs qui sont à votre disposition. Peut-être on reviendra sur la question. Voilà, donc il y a Marie-Laure aussi qui nous dit « pas du partage du travail ».
pas de reprise par les autres classes pour compléter la production, effectivement. Si il y a des activités qui sont proposées sur eTwinning, on va compléter la production des autres, et là, à ce moment-là, la présentation devient collaborative. Mais là, en ce qui concerne la présentation, elle n'est pas collaborative, mais il y a une interaction puisqu'on construit un quiz. Donc, on en est à l'activité suivante. Cette fois-ci, chaque classe partenaire envoie une histoire traditionnelle de son pays et les partenaires vont illustrer cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt ni interactif ni collaboratif, plutôt interactif ou plutôt collaboratif? Alors, on peut voir les résultats, peut-être, du sondage. Alors, une majorité d'entre vous pense que c'est collaboratif, une autre interactif. Alors, peut-être s'il s'agit juste de réaliser les illustrations sans les mettre en forme dans un livre, dans un livre numérique, peut-être qu'il s'agit plutôt d'une activité interactive. Par contre, pour ce type d'activité, en général, on va rassembler toutes les productions réalisées par l'ensemble des partenaires dans un livre numérique. Et donc, à ce moment-là, il s'agira d'une activité plutôt collaborative. On peut encore renforcer la collaboration, par exemple, en proposant que certains partenaires lisent les histoires et les autres les illustrent. Et là, on aboutit à une véritable collaboration pour la réalisation de cette production. Encore un autre exemple. Pour l'écriture d'une BD, une classe élabore une première vignette et une autre classe partenaire poursuit l'histoire et élabore la deuxième vignette. Donc là, on est sur la production d'écrit. Donc Laetitia n'hésite pas, elle nous dit qu'il s'agit d'une activité collaborative parce qu'il y a une production commune. Alors quelles sont les réponses? Collaboration car coécriture, nous dit Claudia. Quels sont les résultats? Sylvain, si tu veux nous montrer les résultats. Alors, une grande majorité pense qu'il s'agit d'une activité collaborative. Effectivement, là, on est vraiment sur la collaboration puisque chaque classe partenaire va apporter sa pierre à l'édifice, va apporter une partie de la production, va être réalisée par, par chacune des classes partenaires. Voilà. Et donc, on a vraiment une prise en compte du travail qui a été réalisé par les partenaires, puisqu'il va falloir prendre en compte, pour réaliser la suite de l'histoire, il va falloir prendre en compte le travail qui a été réalisé par les autres partenaires. Donc là, on a vraiment une véritable collaboration. C'est l'écriture d'une histoire à plusieurs mains. Ça aussi, c'est un grand classique des projets eTwinning. Alors, est-ce qu'on a le temps de donner encore un exemple, peut-être? Allez, on poursuit. Une classe envoie une recette traditionnelle et son partenaire réalise la recette. Alors, les résultats. Donc là, une majorité pense que c'est plutôt interactif. Interactif car pas réalisé ensemble, mais grâce au support fourni. Voilà, donc effectivement, pour moi, il s'agit plutôt d'une activité interactive, puisqu'on réagit en réalisant la recette à ce qui a été proposé par les partenaires, mais on ne va pas faire ensemble. Alors, on pourrait rendre cette activité plus collaborative. Alors, Sylvain, je crois que tu avais un exemple de projet autour des recettes, qui est notamment un exemple qui peut servir, qui a été réalisé en lycée professionnel. Est-ce que tu veux nous donner cet exemple? Oui, c'était un exemple un peu pour améliorer
envoi de recettes, c'est vrai que il est possible également, enfin j'ai déjà vu dans des projets des partenaires qui donnaient des contraintes, à savoir de l'utilisation d'un certain nombre d'ingrédients, en particulier des ingrédients qui étaient des ingrédients régionaux, aux partenaires, et les partenaires devaient inventer une recette, mais forcément là, il faut être dans la cuisine pour le faire, inventer une recette à partir des ingrédients qui étaient donnés. Donc Voilà, c'était intéressant. voilà, c'est un exemple qui permet aux élèves d'ailleurs d'être plus créatifs et d'avoir une activité davantage collaborative que celle qui est présentée là. Peut-être dernier exemple d'activité. Donc, cette fois-ci, chaque classe partenaire choisit une recette traditionnelle pour créer un livre de recettes traditionnelles des pays partenaires. Donc, et là, dans l'exemple qui est donné, on avait réalisé des menus collaboratifs, c'est-à-dire on avait une entrée d'un pays, un plat principal d'un autre pays et un dessert du dernier pays. Donc, on avait réalisé des menus internationaux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour cette activité-là? Alors, on peut regarder les réponses que vous avez apportées. Voilà, donc vous avez majoritairement pensé qu'il s'agissait d'une activité collaborative, effectivement. Effectivement, c'est plutôt une activité collaborative, même si le degré de collaboration n'est pas très élevé, mais chaque partenaire apporte sa pierre à l'édifice puisqu'il va proposer une recette. Et puis là, dans le cas de cet exemple, les élèves choisissaient aussi ensemble de proposer des titres pour les menus qu'ils avaient constitués et voter pour le titre, voilà, pour chacun des menus, on votait pour un des titres qui étaient proposés. Donc là, c'est plutôt une activité collaborative. Alors, on peut reprendre, je vais peut-être reprendre le diaporama. Je pense que vous avez compris que la définition, et peut-être, j'espère en tout cas, que la définition entre activité collaborative et interactive est plus claire. Si on insiste là-dessus, c'est que justement, ce qu'on constate, c'est que souvent les premiers projets ont du mal à concevoir des activités interactives et collaboratives et parfois on se contente justement d'un échange de production et c'est ce qu'il faut éviter de faire parce que c'est beaucoup moins riche pour les élèves, c'est beaucoup moins intéressant et on va expliquer pourquoi dans la suite de cette présentation. Alors, donc, on en est arrivé à peu près à la définition suivante. Qu'est-ce qu'une activité interactive ? Une activité interactive, c'est quand on va avoir un échange de production qui va entraîner une réaction de la part des partenaires, mais finalement, il n'y a pas plusieurs partenaires qui vont participer à la production en question. Dans le cadre des activités collaboratives, là, on va avoir un travail à plusieurs qui est orienté vers une production commune, donc qui va être matériel ou immatériel, avec une division du travail et une répartition des tâches. Donc, finalement, il y a deux façons de mener des activités collaboratives dans le cadre des projets e-twinning. Soit chacune des classes partenaires va apporter sa pierre à l'édifice, à la production commune, soit on va pouvoir constituer des équipes internationales, et là, c'est chaque élève partenaire qui va apporter sa pierre à l'édifice dans le cadre de son équipe internationale. Alors, c'est vrai que ces équipes internationales, on les retrouve, on les retrouve plus dans le second degré. Dans le premier degré, on va réaliser plus facilement des productions réalisées par la classe. On va plus facilement collaborer entre classes plutôt qu'en équipe internationale, mais c'est quand même également possible dans le premier degré sur des activités assez simples. Alors, pour justement améliorer la conception des activités collaboratives, je vous propose cette grille autour de la collaboration qui a été réalisée par Future Classroom Lab, qui est une organisation qui regroupe plusieurs ministères de l'éducation, dont le ministère français. Donc, cette organisation, elle est chargée de réfléchir à la classe de demain et notamment, elle a mené une réflexion
sur la collaboration entre élèves. Et cette réflexion autour de la collaboration a conduit à constituer cette grille qui permet de mesurer le niveau de collaboration entre élèves ou, pourquoi pas, si on l'étend au partenariat, entre groupes partenaires. Alors, l'intérêt de cette grille, c'est surtout de se poser ces différentes questions pour réfléchir à la manière dont on pourrait améliorer la collaboration dans notre activité entre élèves. Bien entendu, c'est une modélisation et comme tout modèle, elle a ses limites. Si une activité qui a un niveau de collaboration 3 peut être une très bonne activité, si l'activité par elle-même est intéressante. De même, une activité avec un niveau de collaboration 5, si l'activité elle-même n'est pas intéressante, ce n'est pas parce que le niveau de collaboration est 5 et au niveau 5 que l'activité deviendra intéressante, bien entendu. Mais bon, en tout cas, se poser ces questions permet peut-être d'améliorer le niveau de collaboration, d'améliorer la collaboration au niveau de la conception des activités. Alors, concernant toujours la collaboration, il faut savoir qu'elle est inscrite dans les programmes dans le cadre de l'enseignement moral et civique, et ce, du cycle 2 au cycle 4. Donc, il est vraiment demandé que les élèves expérimentent cette démarche collaborative, voilà, et que notamment, donc, enrichir son travail et sa réflexion grâce à cette démarche. Dans le cadre des projets e-twinning aussi, on va souvent travailler sur ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle. Alors, ce sont des compétences qui ont émergé du milieu des grandes entreprises. Et ce sont des compétences qui ont été définies, des compétences que le numérique n'est pas en mesure de remplacer et qui apparaissent indispensables, notamment pour pouvoir innover, entreprendre seul ou à plusieurs. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des soft skills ou des compétences psychosociales. Elles sont notamment promues par l'OCDE, par l'UNICEF, comme des habiletés nécessaires pour trouver sa place dans notre société. Et certaines d'entre elles sont enfin apparues dans le programme français. Et donc, il figure dans la plupart des programmes européens, dans les curriculums des programmes scolaires européens. Et maintenant, dans le programme français, au niveau du schéma directeur de la formation des enseignants français. Donc, ces compétences du XXIe siècle sont la collaboration. Donc, c'est une compétence qu'on va toujours travailler dans le cadre des projets e-twinning. Donc, travailler en équipe, se répartir les tâches, les responsabilités. La compétence de communication aussi, on va la travailler. La créativité et on peut aussi être amené à travailler autour de l'esprit critique. Donc là, je vous ai mis un lien pour, si vous voulez en savoir plus sur ces compétences du XXIe siècle. Et puis, je voulais aussi vous faire part des recherches autour de la collaboration. Donc, notamment des chercheurs Sylvain Connac et de Céline Bux, qui ont donc réfléchi à cette collaboration. Alors d'abord, je reprends la définition. La collaboration, on va avoir une répartition des tâches pour aboutir à une production commune. Donc, on a des travaux individuels coordonnés. Et on va ces réalisations, ces travaux individuels vont aboutir à ce qu'appelle Céline Bux une interdépendance positive entre élèves, c'est-à-dire que les élèves vont avoir besoin du travail des autres pour réaliser leur propre travail, et ça va développer l'intérêt pour le travail des autres. C'est pour ça qu'il faut éviter de simplement s'envoyer des productions en parallèle, parce qu'en général, si les élèves n'ont rien à en faire, n'ont pas à s'en servir des productions réalisées par les autres, ils ne vont pas s'intéresser au travail qui a été réalisé par les partenaires. Donc, faire collaborer ces élèves permet aux élèves de partager un même projet, et ça va permettre aux élèves de développer le sentiment d'appartenance au groupe et au groupe classe. Et on sait que ce sentiment d'appartenance est particulièrement peu développé en France. Donc, c'est important, et de développer tous ces sentiments de solidarité entre élèves. Et tout ça, les chercheurs ont montré que ça avait un impact positif sur le climat scolaire.
Toutefois, évidemment, quand on fait collaborer ces élèves, il va falloir avoir quelques points de vigilance. Ça demande une organisation en amont et une coordination importante et un temps plus important à consacrer. Et un point aussi négatif auquel il faudra être attentif, c'est le bruit, puisque quand on fait travailler ces élèves en groupe, en général, on a plus de bruit. C'est particulièrement néfaste pour les élèves en difficulté. Donc finalement, ce que préconisent les chercheurs, c'est pas de collaborer tout le temps, à tout moment en classe, mais par contre, quand même, de travailler autour de cette démarche collaborative avec nos élèves. Et dernier point important que souligne Sylvain Connac, c'est qu'il faut faire attention de ne pas spécialiser les élèves dans une tâche, notamment ne pas spécialiser les élèves en difficulté dans les tâches de bas niveau, parce que si on ne leur laisse pas l'opportunité de travailler sur des tâches plus complexes, eh bien, ils ne pourront pas progresser. Donc, il va falloir être vigilant autour de la répartition des tâches entre élèves. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces aspects-là? Est-ce que c'était clair? Oui? Pas de questions? Je ne vois poursuis? pas de questions, effectivement. Tu peux continuer. Voilà. Donc, maintenant, quelques conseils pour votre premier projet. Alors, d'abord, pour votre premier projet, on vous conseille de viser la simplicité, c'est-à-dire que un bon projet, c'est pas un projet très, très ambitieux, c'est avant tout un projet que vous allez pouvoir réaliser et avec des objectifs atteignables. Donc, on vous conseille plutôt de rester sur un projet simple et modeste. Pour un premier projet, peut-être qu'il est préférable de réaliser un projet de courte durée, c'est plus facile à planifier. Et ce qu'on vous conseille surtout, c'est d'avoir un nombre limité de partenaires, de ne pas vous emballer si vous faites une proposition, si vous avez 18 personnes qui veulent absolument travailler sur votre projet, eh bien, il va falloir peut-être dire non, parce que si vous démarrez un projet avec 18 partenaires, eh bien, il va être beaucoup plus compliqué à coordonner. Et puis, c'est un projet qui va vous demander trop de temps aussi en classe, puisque si vous voulez véritablement prendre connaissance du travail qui a été réalisé par l'ensemble des classes partenaires, eh bien, ça va être très long. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est pas de démarrer à 2 parce qu'il peut arriver que votre partenaire ne puisse pas poursuivre le projet. C'est dommage que le projet tombe à l'eau. Donc, on vous conseille plutôt 3 ou 4 partenaires pour démarrer. Et puis, on vous rappelle, un bon projet, va être organisé autour d'activités collaboratives entre classes partenaires et autour de la réalisation de productions concrètes avec les autres classes. Donc, quelles sont les différentes étapes d'un projet e-twinning? Donc, finalement, la démarche, c'est vraiment une démarche de projet, hein, de pédagogie de projet. Donc, d'abord, vous allez avoir une idée, vous allez trouver une proposition d'idée sur la plateforme EZEP. Et puis, oui, évidemment, cette idée va s'intégrer à votre programmation, puisque quand on fait les projets, on poursuit le programme, on travaille le programme. Vous allez trouver des partenaires. Donc là aussi, la plateforme va pouvoir vous aider. Vous allez pouvoir ensuite planifier le projet avec vos partenaires. Donc là, il va falloir être vigilant, notamment sur les dates de vacances. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment planifier en amont du projet. Et puis, vous allez devoir réfléchir à comment vous allez organiser la collaboration entre vos différents élèves. Ensuite, vous allez évidemment accompagner les groupes au sein de votre classe. Alors là, pour l'accompagnement des groupes, lorsqu'on a des équipes internationales, il faut essayer de répartir cet accompagnement entre les différents enseignants qui sont enseignants partenaires qui sont impliqués dans le projet. Il faut essayer d'éviter d'être tout seul à tout coordonner parce qu'autrement, c'est beaucoup de travail. Ensuite, une fois que vous aurez finalisé le travail avec vos élèves, il va être important de socialiser les productions.
parce que cette socialisation des productions, c'est ce qui donne du sens au projet. Alors là, ça va être facile puisque vous allez pouvoir les publier justement sur le Twin Space, le NT du projet, et puis que les partenaires, les productions vont être socialisées au moins auprès des élèves partenaires, mais c'est bien d'aller au-delà et de présenter, d'impliquer, de présenter le projet aux parents d'élèves et pourquoi pas aussi aux autres classes de l'établissement, puisque c'est vraiment cette socialisation des productions qui donne du sens au travail réalisé par les élèves. Et enfin, dernière étape importante, c'est l'évaluation du projet. Là aussi, les chercheurs, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que c'était une étape importante dans la pédagogie de projet parce que ça permet aux élèves de prendre conscience de toutes les compétences qu'ils ont acquises à travers la réalisation de ce projet et de pouvoir les transférer dans un autre contexte. Donc, c'est une étape importante. On va avoir une évaluation à la fois des élèves et des enseignants. Et ensuite, pourquoi pas, demander un label qualité. Alors, dans le cadre des projets, vous pouvez, chaque enseignant peut demander un label qualité pour les réalisations de ses élèves. Et donc, c'est aussi, ça permet, eTwinning permet de valoriser le travail réalisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces éléments-là? Alors, je relais les questions. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. Le manque de communication entre les élèves peut générer une certaine anxiété chez les élèves partenaires et un découragement face à l'activité à accomplir. Oui, alors pour faire face à ces difficultés-là, peut-être qu'il va falloir, la réponse va être dans la planification, c'est-à-dire que, il va falloir, mettre des deadlines assez strictes, pour les différentes étapes, du projet, pour que justement, on sache à quel moment, les partenaires vont nous répondre, à quel moment ils vont proposer leur production et pour tout simplement pouvoir avancer correctement dans le projet. Est-ce que, Sylvain, tu avais des éléments à ajouter par rapport à cette Heu, difficulté qui peut survenir? Oui. oui, donc effectivement, après si, vous avez cette problématique, c'est aussi réfléchir à quelles activités vous allez pouvoir, mettre en place, pour pouvoir faire mieux communiquer les élèves aussi. Donc, après il faudrait voir, dans la conception des activités également. Oui. La collaboration se fait également entre les enseignants pour la création du projet. Tu as parlé certainement de la collaboration entre les élèves, mais aussi entre enseignants. Bien sûr, oui. Oui, ça aussi, c'est important que les enseignants, en amont du projet, vraiment définissent, le projet ensemble. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait qu'un enseignant fasse toutes les propositions et voilà, il ne faut pas attendre que les autres enseignants adhèrent à tout ce que vous allez proposer, mais se montrer souple pour pouvoir vraiment définir le projet en fonction des contraintes de chacun et des envies de chacun. Donc c'est Donc, en c'est vrai que la partie collaboration entre enseignants est importante. c'est en partie un sujet qui sera vu aussi, la semaine prochaine dans la recherche de partenaires, bien sûr. Quel réseau RGPD pour la socialisation? Alors, Mmh. réseau RGPD. Alors tu as mis, là dans Ah ta oui, alors diapositive socialiser socialiser les les productions. productions. Mmh. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les publier sur le TwinSpace, donc qui est RGPD. Et par exemple, pour la publication de vidéos, on peut vous proposer aussi plusieurs outils. Donc, l'outil qui est proposé sur AppsEdu de l'Éducation nationale. Alors, le nom m'échappe, si vous pouvez m'aider. Mais voilà, ne pas publier, essayez d'éviter de publier vos vidéos sur YouTube, mais voilà, c'est Peertube qui est proposé par l'Éducation nationale. Il faudra aussi veiller à ne pas laisser un minimum de données personnelles des élèves. Donc, ce qu'on conseille notamment, c'est d'éviter de donner le nom de famille des élèves pour, voilà, pour ne pas laisser de données inutiles des élèves. Et puis, il va falloir évidemment, si on publie l'image, soit des photos, soit la voix, soit une vidéo d'élèves, il faudra demander l'autorisation à la fois de l'élève
et des parents d'élèves lorsque les élèves sont mineurs pour publier les productions. Et d'ailleurs, pour les productions type dessin, là aussi, il va falloir faire une demande d'autorisation, notamment puisque les productions des élèves sont aussi couvertes par le droit d'auteur. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles on pourra revenir lors d'autres visioconférences. Mais par contre, ces autorisations, vous pouvez faire une autorisation pour l'ensemble du projet eTwinning. Mais il va falloir préciser sur quelle plateforme vous allez publier les productions, etc. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Alors, pour l'inscription à eTwinning, donc il y a déjà une réponse qui a été donnée par Steven. Je pourrais ajouter un guide pour s'inscrire à eTwinning. Je le ferai après. Oui, il y a un Alors, tutoriel que j'ai mis en lien ensuite dans tu une l'as mis en lien, diapositive. d'accord. Oui. Avez-vous un outil de gestion de projet comme ça à proposer? Alors, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Alors, Je comprends non, bien, pas mais... d'outil, mais c'est vrai qu'on va utiliser un calendrier déjà. Donc, après, Voilà. on peut en Mais- partager des documents, en fait, entre les enseignants, même si c'est un Google document entre les enseignants pour pouvoir travailler ensemble aussi. Oui, oui, oui. Et, après, les outils sont à choisir, mais sur le TwinSpace aussi, vous allez pouvoir justement sur les pages bien définir les différentes étapes. Et c'est aussi un outil de planification finalement. C'était bien la question, hein, Oui, outil des pour outils de planifier le projet. planification. Mm. Comment peut-on concrètement labelliser un projet? Je vais répondre en fait. Déjà, il faut que le projet soit avec 2 fondateurs de 2 pays différents. Donc, c'est une contrainte pour pouvoir être éligible au label de qualité. Et ensuite, en fait, le label de qualité se demande à la fin du projet, une fois qu'il est terminé. Et vous allez tout simplement sur le site de l'ESEP, vous allez sur eTwinning, mes projets, vous cliquez sur le nom du projet et normalement, vous avez un bouton pour demander un label de qualité, tout simplement. Je regarde, il y a d'autres questions. Y a-t-il, vous avez parlé d'ENT sur eTwinning, y a-t-il d'autres outils proposés, solutions chat, visio, mur de partage, ou faut-il utiliser des outils extérieurs? Alors, on peut faire les deux d'ailleurs, mais il y a des. Alors, le mur collaboratif, je ne sais pas si il a été activé, mais en tout cas, il y a des outils qui vont être développés. Et vous pouvez aussi intégrer des outils extérieurs sur les pages du TwinSpace et ces outils seront actifs, par exemple, pour ceux qui utilisent les murs collaboratifs. On peut intégrer un digipad, par exemple, sur les pages du TwinSpace et les élèves vont pouvoir agir sur ce mur directement à partir des pages du TwinSpace. Donc, dans l'espace de projet, hein, je réponds plus précisément sur les solutions de chat. Oui, il y a un chat qui existe. Oui, il y a des visios qui existent, mais c'est des visios de classe à classe, hein. Non, il n'y a pas de mur de partage pour le moment, c'est-à-dire qu'en fait, il y en aura un dans un avenir qui n'est pas à court terme en tout cas, mais il y aura à nouveau un mur de partage dans l'espace de projet. Mais ça peut effectivement, on peut tout à fait utiliser des outils externes également. Donc voilà, donc après, c'est en fonction des souhaits des partenaires également. Alors, je vois des liens vers Peertube, effectivement. En fait, tout à l'heure, Delphine citait Peertube, mais il ne faut peut-être pas aller directement sur Peertube. Vous avez un site qui s'appelle Apps Éducation. Oui. Et dans le site Apps Éducation, vous pouvez vous faire un compte parce que vous êtes enseignant en France. Ce sont des outils qui sont mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous allez pouvoir vous créer un compte et vous aurez accès à un certain nombre d'outils qui sont préconisés donc du coup par l'Éducation nationale. Pour pouvoir travailler également sur votre projet, dont effectivement l'hébergement de vidéos qui est possible. Vous aurez un espace Peertube pour héberger vos vidéos. Donc voilà, c'est
C'est un peu plus, voilà, pas directement sur Peertube, mais par Apps Éducation, que je pourrais remettre dans le chat aussi en lien. Du coup, si on utilise un digipad intégré au TwinSpace, est-ce qu'on respecte le RGPD? Alors, la question va être un petit peu mitigée, puisqu'effectivement, les digipads, ce ne sont pas, enfin, la digitale est hébergée en Suisse, et donc pas dans l'Union européenne, et c'est pour cela qu'elle n'est pas RGPD. Malgré tout, elle reste conseillée par des organismes comme l'Éducation nationale, comme la CNIL, parce qu'effectivement, ce sont des logiciels libres qui ne sont pas, comment dire, intrusifs. Et donc, on peut tout à fait les utiliser. En tout cas, c'est tout à fait, c'est même, même l'Éducation Oui. nationale le conseille. Donc, on peut les utiliser. Effectivement, c'est pas le cas de tous les outils. Voilà, Padlet n'est pas forcément conseillé, par contre. C'est pour ça que je citais plutôt le digipad. Voilà, oui, on parle de Padlet après, effectivement. Alors voilà, quelqu'un qui, donc Claudia, qui nous met un lien sur une aide à la planification. Donc là, je ne connais pas. Ah oui, c'est Trello, en fait, d'accord. Trello, c'est une application, effectivement, en ligne. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que je poursuis ou... Voilà, Ok, comme tu veux, on écoute, continue. on s'arrête là et puis je vais essayer d'y répondre sur le chat, comme tu veux. Oui, ou alors, enfin, comme tu veux. Autrement, Ou je à la fin. poursuis Mm. ou à la fin. Voilà. Alors, donc, tout simplement, je souhaitais poursuivre, vous présenter d'autres types d'activités pour vous donner des idées de ce qui peut être mené. Donc, encore des activités qui ont été réalisées dans de véritables projets. Donc, pour des élèves petits, on peut créer un imagier dans toutes les langues. Donc, ça peut se faire dès la maternelle. Donc, les élèves vont choisir et dessiner des mots qu'ils souhaitent apprendre. Et ensuite, on va les placer dans un livre numérique, par exemple, Book Creator. Là, ça a été réalisé avec Book Creator. Et chaque partenaire va soit écrire, soit enregistrer, ou les deux, chaque mot dans sa propre langue. Et on aboutit donc à un imagier numérique collaboratif. Toujours dans cette idée d'écriture d'une histoire à plusieurs mains, on peut réaliser aussi, de la même façon qu'on réalisait une BD, une histoire. Donc, comme je vous le disais, même si la langue de communication est l'anglais, que les élèves n'ont pas un niveau d'anglais suffisant pour écrire une histoire, l'enseignant peut servir de traducteur. C'est ce qui a été réalisé dans le cadre de cet exemple. Donc, le premier partenaire écrivait le premier chapitre, le deuxième partenaire l'illustrait et écrivait la suite, et ainsi de suite. Le troisième partenaire illustrait le chapitre 2 et écrivait le chapitre 3, etc., etc. Et à chaque fois, l'enseignant a traduit les productions réalisées par les partenaires en anglais pour l'envoyer aux partenaires, et ensuite de l'anglais dans sa propre langue pour que les élèves puissent comprendre et poursuivre l'histoire. Un exemple d'activité qu'on peut mener dans le cadre d'une visioconférence. Donc, chaque partenaire s'entraîne à jouer une scénette. Donc là, on a un exemple d'une scénette assez simple autour de l'amitié. Et ensuite, on programme une rencontre en visioconférence pour jouer la scène. Donc, la scénette, elle a été jouée entre chacune des classes. Et puis après, certains élèves volontaires ont joué la scénette individuellement avec un autre élève d'une autre classe. La création de logos aussi, toujours cette idée. Donc là, dans le cadre c'était dans le cadre d'un projet autour des objectifs de développement durable. Donc chaque classe partenaire a choisi des formes en lien avec l'objectif de développement durable qui lui avait été assigné. Et ensuite, tous les partenaires ont sélectionné des mots en lien avec chacun de ces objectifs de développement durable pour finir de construire ce logo.
Toujours sur le même projet autour des objectifs de développement durable. Là, on avait constitué des équipes internationales. Chaque élève de chaque classe était positionné sur l'un des objectifs. Et ensuite, il avait travaillé en équipe internationale avec d'autres élèves sur cet objectif de développement durable pour la réalisation d'une infographie pour expliquer cet objectif. Un autre projet que je voulais vous présenter aussi autour des fake news. Donc, l'objectif, c'était là d'attirer l'attention sur les fausses informations. Et ça a été réalisé en collaboration entre un professeur d'anglais et un professeur d'histoire-géographie et documentaliste. Donc, c'est vrai que ça peut être tout l'intérêt aussi des projets e-twinning, c'est de travailler en interdisciplinarité. Donc, vous aurez le lien vers la vidéo du projet et du TwinSpace pour aller voir. Donc, le projet, on avait une première activité dans ce projet, un brainstorming autour de l'usage d'Internet par les élèves. Donc, pour ce brainstorming, on utilisait un mur collaboratif. Ensuite, un nuage de mots autour de mots-clés qui avaient été trouvés autour de ce thème des fake news. Une activité de création de faux profils de fausses informations en équipe internationale et un poster aussi qui avait été réalisé par les élèves en équipe internationale aussi, qui expliquait comment détecter les fake news. Là, on vous a mis un exemple, un lien vers un webinaire sur e-twinning et les mathématiques, et puis c'était l'une de vos demandes. Donc, on n'aura pas le temps, dans le cadre de ce webinaire, d'aller consulter ce qui avait été dit dans celui-là, mais bon, je vous renvoie, vous avez le lien, vous pourrez aller le consulter si ça vous intéresse. Alors, pour conclure finalement cette présentation, je voulais insister sur les plus-values d'un projet e-twinning, mais vous l'avez compris, ce sont des projets qui permettent aux élèves de s'ouvrir sur le monde, de renforcer leur citoyenneté, leur propre citoyenneté, puisque dans la plupart des projets e-twinning qu'ils vont mener, ils vont être amenés à s'intéresser à leur propre culture pour pouvoir donner des éléments à leurs partenaires. Et puis, évidemment, on va développer la citoyenneté européenne et même au-delà, puisqu'on a vu que e-twinning, ce n'était pas réservé aux pays européens, mais qu'on allait au-delà des pays européens, avec notamment la Tunisie. Et puis, un travail aussi qui peut être mené en interdisciplinarité. Un projet e-twinning va conduire aussi à une utilisation des langues en situation réelle de communication, quel que soit le type de langue, d'ailleurs, les langues vivantes ou leur langue maternelle. Et puis, ça va permettre de mettre en œuvre la démarche actionnelle en langue vivante, puisqu'on est vraiment là dans une démarche de projet. On va pouvoir aussi intégrer des outils numériques dans le cadre de situations authentiques et amener les élèves à produire des ressources numériques. Mais évidemment, on ne va pas s'interdire l'envoi de colis papier, donc, puisque les élèves, il y a un côté affectif dans cet envoi de colis papier qui va particulièrement fonctionner avec des élèves jeunes, mais aussi avec des élèves plus grands. Et enfin, les projets e-twinning sont aussi l'occasion de sensibiliser les élèves à la sécurité sur Internet, puisqu'on va être amené à travailler autour du droit d'auteur, du droit à l'image, puisqu'on va leur demander notamment leur autorisation pour publier leur image. On va travailler sur toutes les questions d'RGPD et d'identité numérique. Et notamment, tout ça, on va le travailler à travers la réalisation d'une étiquette, puisque dans la plupart des projets, on va définir ensemble des règles d'utilisation de notre TwinSpace. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de réaliser cette étiquette, puisque tous les pays européens n'ont pas forcément, même si tout le monde est soumis à la RGPD, tout le monde n'a pas forcément la même attention pour tout ce qui concerne droit d'auteur, droit à l'image. Donc, c'est important de se mettre d'accord là-dessus et de faire participer les élèves à la réalisation de cette étiquette. Et enfin, e-twinning et Erasmus. E-twinning, c'est un outil intéressant à utiliser dans le cadre des projets Erasmus.
puisque donc ça, c'est aussi une question qui nous avait été posée pour ce webinaire, puisque eTwinning, comme on l'a déjà dit, ça permet, donc la plateforme eTwinning permet de la plateforme ESEP de trouver des partenaires Erasmus. Et puis, dans le cadre des projets Erasmus, ce qui est fortement préconisé, c'est de ne pas se contenter de développer un partenariat seulement lors des mobilités, mais qu'on ait vraiment un partenariat qui soit développé tout au long de l'année. Donc, eTwinning va permettre de préparer les mobilités des élèves, de réaliser des activités en amont de ces mobilités pour préparer ces rencontres. Et puis, elle va permettre à tous les élèves de participer à distance, et notamment aux élèves qui ne peuvent, certains élèves ne peuvent pas toujours partir en mobilité Erasmus, et ça leur permet quand même de participer au projet, de partager aussi le projet avec les familles, de le valoriser via notamment le Twin Space, le NT du projet. Et puis enfin, on va pouvoir demander un label qualité à la suite du projet. Donc, on va avoir une évaluation externe de la qualité de la collaboration à distance entre élèves. Et cette évaluation externe, elle va pouvoir aussi être valorisée dans le bilan que l'on aura à faire dans le cadre d'Erasmus. Alors, il faut préciser que quand on évalue les projets Erasmus et eTwinning, nous, on va s'attacher vraiment à évaluer ce qui a été réalisé à distance entre élèves, et on va vraiment évaluer ce qui est la collaboration entre élèves à distance, et pas seulement la collaboration lors des différentes mobilités, lors des rencontres physiques. Donc là encore, une vidéo de présentation d'un projet eTwinning et Erasmus, d'ailleurs qui concerne les mathématiques. On ne va pas la regarder ensemble, mais vous pourrez aller la consulter si ça vous intéresse à la suite de cette présentation. Alors, on peut présenter, soit je présente les ressources et les différents liens qu'on vous propose pour pouvoir vous lancer justement dans un projet. Où je réponds aux questions, je ne sais pas. Je poursuis? Oui, je pense que tu peux poursuivre. Voilà, donc Enfin, pour on les finira par les questions, questions j'y réponds au fur et à mesure au fur et à également. mesure. Voilà, alors quelques ressources pour vous lancer. D'abord, sachez que vous avez plusieurs bureaux qui peuvent vous assister. Alors vous allez pouvoir faire appel. On a un bureau d'assistance européen pour eTwinning. Vous ne ferez pas appel directement à ce bureau-là, mais vous pouvez être amené à faire appel au bureau d'assistance nationale si vous avez des difficultés techniques ou autres. Et puis au niveau académique, vous avez les correspondants académiques eTwinning qui peuvent vous appuyer, vous accompagner, et un réseau d'ambassadeurs académiques. Donc les ambassadeurs, ce sont des enseignants qui mènent des projets dans leur classe, des projets qui sont généralement reconnus, enfin, qui sont reconnus pour leur qualité et qui sont volontaires pour vous accompagner, pour vous aider à mener vos projets. Donc là, j'ai mis aussi un lien avec le contact d'ECORAC, et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à faire appel à eux. Donc, le lien aussi vers la plateforme pour l'éducation, la plateforme ESEP. Et puis, j'avais mis là, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas, mais autrement, je le rajouterai, un lien vers un tutoriel pour vous inscrire pour vous inscrire à eTwinning. Donc, sachez qu'il y a une double inscription, une inscription à la plateforme européenne ESEP et ensuite une inscription à eTwinning, puisque tout le monde peut s'inscrire sur la plateforme ESEP, mais par contre, seuls les enseignants peuvent s'inscrire à eTwinning. On vous propose aussi un exemple de TwinSpace pour que vous voyez à quoi ressemble finalement cet ENT sur lequel les projets peuvent vivre. Donc l'espace, le TwinSpace, cet espace qu'on vous propose, qu'eTwinning vous propose lorsque vous créez un projet. Et quelques webinaires. Donc
eTwinning a une chaîne YouTube dans laquelle vous allez pouvoir trouver plusieurs webinaires qui sont enregistrés. Et pour ceux que ça intéresse, aussi les opportunités, un webinaire sur les opportunités, les synergies entre eTwinning et Erasmus. Quelques documents aussi, donc un document, un guide pour développer l'ouverture européenne de votre établissement. Sur le site eTwinning France, vous avez des exemples de projets eTwinning, donc qui peuvent vous inspirer, et un podcast qui a été voilà, sur la chaîne, la chaîne de podcast de Réseau Canopé, Extra Classe. Vous avez un enseignant qui témoigne autour de son projet eTwinning. Et enfin, la plateforme européenne qui vous permet aussi de vous inscrire, de vous ouvrir de manière plus générale sur les systèmes éducatifs européens. Voilà, donc moi j'en ai fini avec la présentation. Merci pour votre participation, mais on va pouvoir poursuivre par les questions, par répondre aux dernières questions. Et puis, je vous rappelle que vous avez aussi le lien vers le mail du Bureau d'assistance nationale et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je n'ai pas mis non plus le lien vers chaîne qui sera autour de la recherche de partenaires. Je ne sais pas, Sylvain, si tu as le lien vers ce webinaire, si on peut le mettre pour ceux qui souhaitent s'y inscrire, s'ils ne sont pas déjà inscrits. Oui, j'avais mis effectivement ce lien déjà tout à l'heure, donc je vais le remettre. Là, je suis en train d'essayer de répondre à pensez-vous réaliser une visio sur Europass? Donc, je réponds que c'est pas impossible. On a déjà fait une visio là-dessus. Je suis en train de rechercher justement si on a un enregistrement de visioconférence sur Europass, sachant que c'est enfin, les visioconférences restent datées, c'est-à-dire effectivement Europass a évolué et continue à évoluer, donc c'est pas les enregistrements sur ce sujet ne sont pas forcément à prendre de façon complète, on va dire. Mais pourquoi pas effectivement refaire une visioconférence sur Europass, donc si l'agence Erasmus+, qui est intervenue là-dessus, souhaite le faire. Voilà. Donc je suis en train de rechercher ça. Donc je prends juste Alors, on de me vue. demande si On va BookCreator fonctionne sur Android aussi. Je vois une question. Ça, je peux y répondre. Oui, ça fonctionne sur Android puisque vous avez BookCreator en ligne qui fonctionne très bien et qui permet justement de collaborer. Donc, il y a une fonction collaborative payante, mais sachez que vous pouvez aussi faire collaborer vos élèves en leur demandant de créer des livres numériques sur votre propre bibliothèque. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour faire collaborer vos élèves avec BookCreator. Donc, effectivement, on le trouve sur iPad, mais on a aussi possibilité on a une application en ligne qui, pour l'essentiel, est gratuite. Alors, en tout cas, le lien vers la recherche, enfin la visioconférence de la semaine prochaine, pour s'inscrire, en fait, c'est l'actualité qui est présente sur le site eTwinning.fr, le site français d'eTwinning. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vais remettre une dernière fois le lien vers l'émargement, si vous n'avez pas encore émargé. Ben oui. Ça a été mis plusieurs fois, mais je vais le remettre encore une fois. Et ensuite, peut-être qu'on peut arrêter pour l'enregistrement de la visioconférence et on Oui, peut et je continuer filme. à répondre à des questions, même si c'est pas en rapport avec le sujet actuel. Ça peut Oui. même être des questions même de maintenance, hein, il n'y a pas de souci, on répond à toutes les questions, Voilà, mais donc, hors enregistrement. Alors, oui. merci à tous pour nous avoir suivis. Ça, c'est pour l'enregistrement que je dis ça. Et à bientôt en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, donc, pour ce qui concerne BookCreator,